Je remercie Thierry aussi de m'avoir permis de traiter ce sujet qui, à ma connaissance, n'avait pas été retenu pour l'instant dans ces journées depuis leur création il y a une quarantaine d'années. C'est un point qui nous concerne tous. L'examen a la réputation d'être agressif. Il y a plein de raisons que vous connaissez bien. Et trop d'examens sont sûrement inutilement douloureux et pénibles. Peut-être qu'il faut commencer par que nous interroger sur les raisons pour lesquelles ces examens sont douloureux. Alors bien sûr, il y a la répétition d'habitudes qui ont été apprises. On a appris comme ça et on répète comme on a appris. Et beaucoup de fausses croyances dessous, notamment le fait que les douleurs seraient inévitables, que le maniement de l'électricité serait fatalement source de douleur, on va revenir sur ces points-là, ou que même les douleurs seraient nécessaires, et j'entends parfois dire qu'un bon examen doit faire mal, et ça vraiment ça me hérisse le poil, et on va essayer de revenir sur ces questions-là. Il y a donc une méconnaissance des principes et des moyens de faire autrement, parfois, et je crois qu'il faut avoir conscience de ça. Parfois c'est un manque d'assurance ou de confiance dans la technique qui fait qu'on va tourner le bouton pour compenser un défaut de positionnement anatomique. Et puis il y a aussi des choses qui ont été analysées par des philosophes ou des sociologues, une négligence médicale traditionnelle vis-à-vis de la douleur. À partir du moment où un patient est malade, eh bien, il peut bien souffrir un peu plus pour qu'on le soigne. Bon, on peut donc peut-être se poser la question, est-ce qu'on peut mettre l'objectif douleur zéro en parallèle de l'objectif évidemment de diagnostic de l'électromyographie? On peut essayer d'aller vers ce double objectif et de rendre indolore la plupart des gestes à la plupart des patients. On peut le vérifier sur soi, puisque ce sont des techniques dites non traumatisantes. On peut essayer d'affiner les choses sur soi et on comprend assez vite qu'on peut trouver des façons de rendre l'examen indolore quand on le fait sur soi. Alors on supprime peut-être pas toute douleur, mais le patient n'est pas non plus incapable de supporter le moindre désagrément. Je voulais le noter quand même, du moment que les raisons en sont consenties. C'est pas sans importance pour lui de sentir que le médecin fait son possible pour éviter la plupart des désagréments. Et puis, c'est pas indifférent non plus pour le médecin, peut-être de pouvoir pratiquer un examen non douloureux et d'éviter de se retrouver à son insu dans une situation d'agression, de maltraitance, voire de conflit vis-à-vis du patient. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de dilemme et donc on peut essayer de poursuivre cet objectif. Les moyens qui rendent indolores les différents gestes sont aussi ceux qui améliorent la qualité. Et donc c'est ça que je vais essayer de vous démontrer ici, c'est qu'on n'a pas à choisir entre la qualité et un examen indolore. Un examen indolore peut être plus précis et plus complet. Plus précis parce qu'on va travailler avec des courants très faibles qui va obliger à une précision dans la localisation anatomique. Et là, je prends la suite de ce que Laurent vient nous expliquer. Et plus complet parce que du moment qu'on travaille sans douleur, on peut pratiquer les tests de manière plus sereine, sans retenue sur de nombreux nerfs et muscles et faire finalement un examen plus complet. Alors, ce que je vous propose très rapidement, je vais vous donner quelques conseils pratiques qui me paraissent les plus importants, mais vous trouverez beaucoup plus de détails dans le chapitre du livre qui est consacré à ça, où j'ai pris la peine de détailler un petit peu toutes ces mesures, vous verrez. Quelques points qui sont vraiment cruciaux, que j'ai retenus pour ce quart d'heure de conférence. D'abord, ce qui concerne la stimulation électrique. Et on revient sur les paramètres physiologiques de la douleur, en s'appuyant sur une notion qui vaut ce qu'elle vaut, mais que il y a une différence d'excitabilité des fibres qu'on connaît, qui est proportionnelle à leur calibre, qui est connu depuis très longtemps. Les fibres qui nous intéressent, nous, pour l'étude des réponses motrices ou pour l'étude des potentiels sensitifs, sont des grosses fibres. Il se trouve qu'elles sont très excitables, de bas seuil, alors que les fibres de la douleur, les fibres nociceptives, sont beaucoup plus fines et sont très peu excitables. Et donc, on peut déjà remarquer que les fibres nociceptives ne sont pas les premières activées par l'électricité, qui n'est donc pas fatalement source de douleur. Les douleurs ne sont pas inévitables, et deux, les douleurs ne sont pas nécessaires, parce qu'on peut activer toutes les fibres motrices et toutes les fibres sensitives qui participent à nos réponses, sans activer de fibres nociceptives. Il y a un autre point physiologique qui est important à retenir, qui concerne la forme de l'artefact du choc de stimulation qu'on donne. Ce qui compte
en théorie physique et électrophysiologique, c'est ce qu'on appelle la quantité de courant délivré, c'est-à-dire la surface du choc de stimulation, qui est le produit de l'intensité de la stimulation par sa durée. C'est cette surface qui compte. Mais il se trouve qu'à quantité d'électricité égale, on a une sensibilité différentielle des fibres nerveuses selon leur calibre. Et à quantité de courant délivré égale, les fibres nociceptives sont plus sensibles au courant bref. Au contraire, les grosses fibres motrices sensitives qui nous intéressent dans notre examen sont au contraire plus sensibles au courant large. Ce qui veut dire qu'on a intérêt, si on veut activer les fibres motrices sensitives qui participent à nos réponses, à utiliser les courants les plus larges possibles. Au contraire, si on diminue la durée du courant, eh bien on va activer des fibres nociceptives. Alors là, on travaille un peu contre les vendeurs de machines, les fabricants d'appareils, qui nous livrent toujours des machines avec des durées de choc de stimulation les plus fins possibles, de façon à ce que, lorsqu'ils font des démonstrations de machines, on n'ait pas d'artefact de stimulation, que ce soit la ligne de base parfaitement claire. Et donc, ils nous poussent à travailler finalement avec des courants faibles et à activer les fibres douloureuses. Donc, il ne faut pas hésiter à changer. Dès que j'arrive sur une machine, moi, je change immédiatement les paramètres de stimulation, élargir la durée des chocs au moins à 0,3 millisecondes. Et dès qu'on trouve un problème, c'est-à-dire que dès qu'on n'arrive pas à activer un nerf avec les intensités de stimulation habituelles, il ne faut pas hésiter à augmenter la durée du choc à 0,5 voire 1. On va privilégier l'activation des grosses fibres par rapport aux fibres nociceptives. Troisième point qui est vraiment crucial pour diminuer la quantité de courant qu'on va donner, c'est bien sûr le positionnement par rapport au nerf. Sur cette diapositive, je vous ai montré un enregistrement de la réponse du courant abducteur du pouce par stimulation du nerf médian en déplaçant la position de stimulation avec une intensité relativement faible de 11 mA. Vous voyez qu'il y a une position optimale qui est celle que Laurent nous montrait tout à l'heure, où on va avoir une réponse supramaximale du muscle de 10,5 millivolts d'amplitude. Évidemment, si on est mal placé avec cette intensité-là, on va avoir des réponses toutes petites. Alors, si on fait confiance simplement à l'appareil et qu'on tourne le bouton, eh bien évidemment, si on est mal placé de façon trop latérale ou trop médiale, il va falloir donner des intensités de stimulation très importantes pour que le nerf reçoive, lui, une intensité supramaximale. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut obtenir des intensités, des stimulations supramaximales, d'autant plus faibles et mieux tolérées, bien sûr, qu'on va être mieux placé sur le trajet du nerf. Ce qui veut dire qu'on est amené à chercher la position des nerfs chez chaque personne et faire une recherche anatomique individuelle chez chacun. Ce qu'on peut préconiser pour utiliser les intensités de courant les plus faibles possibles, c'est de connaître et d'anticiper finalement l'intensité qui va être nécessaire, l'intensité habituelle qui va être nécessaire pour activer un nerf en tel point. Se dire là, voilà, là par habitude, il faut 12-15 mA. Et donc ce qui est recommandable, c'est peut-être de délivrer une intensité un peu inférieure à celle qu'on s'attend à devoir utiliser, 10 mA, et faire un petit travail de déplacement anatomique qui permet de savoir où se trouve le nerf, c'est l'endroit qui va donner la plus grosse réponse. Et une fois qu'on a trouvé cet endroit, on monte un tout petit peu l'intensité de stimulation de façon à vérifier qu'on soit en supramaximum. Et on a la surprise de voir qu'avec 10, 12, 15 mA, on arrive à avoir des stimulations supramaximales. La même chose est vraie pour les potentiels sensitifs. Vous voyez ici, on travaille avec 12 mA, on déplace un tout petit peu le stimulateur. Évidemment, il y a une position optimale ici. On est déjà en supramaximal dans la position 3. Dans les autres endroits, il faudrait monter l'intensité et donc faire mal pour avoir les réponses. Alors on peut regretter que les potentiels sensitifs n'étudient pas les fibres fines vis-à-vis de la problématique des neuropathies à petites fibres, mais au moins n'a-t-il pas à les activer et on n'a pas de raison de faire mal, y compris dans l'étude des potentiels sensitifs. Quatrième point qui me paraît important à considérer quand on regarde ces choses, et là aussi on travaille contre les machines que nous livrent les fabricants d'appareils, c'est que les douleurs sont toujours plus vives avec des électrodes métalliques. C'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Duchesne l'explique déjà dans son livre en 1850. Quand vous utilisez des électrodes métalliques, les courants se ferment dans la peau et donc ils vont avoir une très grosse densité de courant sur les fibres nociceptives de la peau, ce qui provoque une douleur locale. Pardon, excusez-moi, je vais revenir en arrière. Voilà.
Alors que si on travaille avec des électrodes à tampons de feutre ou d'éponges humidifiées, les électrolytes traversent la peau, aident le courant à descendre et les lignes de courant à descendre en profondeur relativement à la surface, ce qui permet d'activer les nerfs en profondeur avec des intensités moindres et surtout des courants qui ne vont pas mordre, comme on dit, par les électrodes métalliques. Bien sûr, les constructeurs nous livrent des électrodes métalliques parce que c'est plus facile à utiliser, on n'a pas à humidifier les tampons, mouiller, etc. Et là aussi, ils nous poussent finalement à donner des stimulations douloureuses. Puisqu'on est dans la question des nerfs profonds, vous savez que pour certains nerfs profonds, on a du mal, avec un stimulateur bipolaire, à faire descendre les lignes de courant en profondeur. Il faut donner de grosses intensités en surface pour espérer avoir du courant en profondeur. Dans ce cas-là, on peut utiliser un stimulateur monopolaire, dont vous connaissez tous le principe. L'anode est mise en regard du trajet nerveux, et la cathode, je veux dire, et une grosse anode est placée sur le versant diamétralement opposé du membre. Mais si on utilise ce genre de stimulateur, eh bien, reprenons les mêmes règles qu'on vient d'utiliser, et en particulier pour la stimulation du plexus brachial au point d'herbe, dont Laurent nous parlait à l'instant. On peut utiliser un stimulateur monopolaire à condition de bien s'en servir, c'est-à-dire de mettre la cathode dans le creux susclaviculaire, on va y revenir, et l'anode assez bas, de façon à ce que les lignes de courant traversent réellement le plexus brachial. Et puis aussi, il faut se souvenir que le point d'herbe, quand Herbe l'a décrit, il avait des très grosses électrodes, donc il stimulait globalement l'ensemble du plexus. En réalité, on a tous les troncs plexiques enlevés primaires, pour ne pas hérisser le poil de Laurent, mais tous les troncs supérieurs, moyens et médials qui se décomposent de ce côté-là. Et si on déplace très finement la cathode de stimulation depuis la partie latérale et postérieure vers la partie antérieure et médiale, on va pouvoir, avec une intensité de seulement 20 mA, j'insiste, avoir une réponse supramaximale de l'un ou l'autre des troncs qu'on enregistre. Et donc, ce qui est préconisable, c'est d'utiliser une intensité de 20 mA, 1 milliseconde de large, et de déplacer très finement et se rapprocher finalement dans un point qui est assez médial et sur lequel se trouve le tronc inférieur. Et on s'aperçoit qu'on a une réponse supramaximale à 20, parce que quand on monte à 25 ou qu'on descend à 18, on n'a pas de réponse plus grande. Donc, on n'est pas du tout obligé d'utiliser 100 mA comme on le faisait autrefois avec les anciennes électrodes. Réduire la fréquence de stimulation. Vous savez qu'il y a des effets de sommation temporelle dans les voies de la douleur, et donc on a toujours intérêt à ralentir la cadence de stimulation. Une stimulation non douloureuse, répétée à haute fréquence, le devient. Donc on a intérêt à ralentir. Conduction motrice, plutôt travailler en mode non récurrent, espacer de plus d'une seconde au moins les stimulations successives. En sensitif, essayer de travailler avec 2 Hz, mais si c'est mal toléré par le patient, on peut ralentir la cadence, ça sera beaucoup plus agréable. Et dans la transmission neuromusculaire, éviter bien sûr les stimulations d'autrefois à 20, 30 ou 50 Hz qui étaient horriblement douloureuses. Puisqu'on est dans la stimulation répétitive, si on n'est pas très convaincu de l'existence d'une myasthénie et qu'on cherche simplement s'il y a une altération de la transmission neuromusculaire, dont vous savez que le décrément va se marquer entre la première et la deuxième réponse et puis s'accuser petit à petit jusqu'à la 5e, s'il s'agit juste de chercher si une altération de la transmission neuromusculaire, autant donner simplement 5 chocs, voire 2, et si on travaille proprement, s'il ne s'est rien passé dans la série de 5 chocs, on s'arrête là. Si jamais on voit apparaître un décrément, à ce moment-là, on va faire une série de 10, simplement dans ce cas-là. Mais on se rend compte que si on programme nos appareils avec simplement 5 chocs, en débrouillage, eh bien, le plus souvent, on ne va pas avoir de décrément, et donc on serait bien content de ne pas avoir fait mal aux patients en utilisant 5 chocs plutôt que 10. Du côté de l'enregistrement à l'aiguille, quelques conseils aussi. D'où viennent les douleurs d'aiguille? De la traversée de la peau, ça c'est lié au calibre, ça c'est quelque chose qui est absolument crucial, incontournable. Avec une grosse aiguille, on peut faire mal. Avec les aiguilles fines de 0,3 mm qu'on a, on peut arriver à faire traverser la peau de manière quasi indolore. Surtout que certaines aiguilles ont un biseau qui est particulièrement affûté, et donc toutes les aiguilles ne se valent pas de ce point-là. Et un dernier point que je souligne, c'est que la douleur de la traversée de la peau tient plus souvent à l'impact de l'aiguille sur la peau plutôt qu'au percement lui-même. Il suffit de se poser sur la peau et ensuite de pousser l'aiguille. Le biseau est tellement affûté sur nos aiguilles modernes qu'on n'a pas besoin de percuter, c'est que la percussion qui fait mal, et le patient ne se rend même pas compte souvent qu'on a traversé la peau. Une fois que l'aiguille est dans le muscle, vous savez
que en général, l'aiguille, le positionnement est indolore, sauf si on tombe sur un point sensible. Et puis, il faut éviter, bien sûr, qu'il y ait un déplacement de l'aiguille lors de la contraction ou de la décontraction du muscle, en maintenant le muscle en conditions isométriques. Donc, ce qu'on peut recommander, c'est utiliser des aiguilles fines, 2, se poser sur la peau, éviter de percuter, éviter bien sûr les régions qui sont sensibles, les follicules pileux, piquer en oblique de bas en haut, parce que la plupart des fibres musculaires dans le corps humain sont orientées dans ce sens, et donc elles vont glisser le long de l'aiguille au lieu de faire un jeu de torsion qui va entraîner un mouvement de l'aiguille et une déchirure musculaire, et puis maintenir le muscle en conditions isométriques pendant la contraction et pendant la décontraction, de façon à éviter ces déchirures musculaires. Et puis, pour terminer, cet exposé, ce survol rapide, à côté des paramètres de stimulation électrique, d'aiguille, il y a aussi des paramètres psychologiques de la douleur que je ne vais pas détailler, que je vous invite à lire éventuellement dans l'ouvrage. Juste 2 diapositives. Évidemment, on peut essayer d'anticiper les choses, préparer le patient, anticiper, lui expliquer, essayer d'orienter favorablement son vécu. On connaît l'incertitude qu'il y a sur la difficulté qu'il y a à interpréter des sensations nouvelles. On peut essayer d'orienter le patient d'une manière favorable en indiquant le principe de l'examen, éventuellement chez les gens les plus anxieux en montrant sur soi l'effet de la stimulation, il y a un phénomène d'empathie, parler de la surprise légitime qu'on va ressentir, rassurer sur l'emploi de méthodes non douloureuses, montrer qu'on va écouter, si jamais il y a une douleur on va pouvoir faire quelque chose, etc. Et puis pendant l'examen, eh bien, il faut encore expliquer, toujours prévenir à chaque stimulation quelle sensation va avoir le patient, ça va faire bouger votre main, votre pied va se relever, etc. Éviter toute stimulation inattendue, écouter le vécu du patient, se renseigner sur son vécu et inviter à signaler toute impression douloureuse et éviter aussi qu'il bascule dans une interprétation négative. Parfois, il faut s'arrêter et dire, voilà, vous ne supportez pas le courant, mais peut-être qu'on peut décomposer les choses et l'amener à décomposer la sensation de courant, la sensation de contraction musculaire qui est bizarre, dont un enfant va s'amuser, mais qu'une personne contrôlante ne va pas apprécier du tout. Et si on montait le courant et on explique qu'on ne va pas le faire, eh bien, on arriverait à une stimulation qui serait douloureuse. Et les patients, avec cette ébauche d'explications rationnelles, souvent arrivent à supporter parfaitement l'examen. Donc en conclusion, il me semble que la connaissance des moyens techniques et des principes peut être utilisée pour rendre l'examen dolore, pratiquer l'examen dans des conditions plus sereines, mais aussi, ça va de pair, développer une sémiologie plus fine, plus précise, plus complète, et peut-être que ça peut rendre à la technique une occasion de dialogue et non pas en faire un obstacle à une bonne relation médecin-malade. Finalement, quand on a vu pas mal de patients, pratiqué pas mal d'examens, le sel de l'examen, c'est quand même, bien sûr, de faire un examen qui soit utile, c'est la qualité de l'examen, mais c'est aussi de passer un bon moment avec un patient, de le rencontrer et d'aller au-devant de lui dans une situation où il pourrait se replier sur lui-même. Voilà, je vous propose de m'arrêter là sur ces quelques points. Je suis prêt à répondre à vos questions sur tout cela. Merci Emmanuel pour tous ces conseils de bienveillance et j'espère que nos EMG seront moins douloureux. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question de Yann Péréon. Alors Yann, il n'a pas le micro, donc je vais commencer. Laurent, oui. Merci beaucoup Emmanuel, c'est vraiment toujours très intéressant. Je pense qu'en t'écoutant, ça nous fait quand même changer notre pratique. Et j'ai deux questions très brèves. La première question, c'est finalement, quand on t'écoute, on a l'impression que... un des éléments clés, c'est quand même, il faut soi-même se préparer quand on va faire l'examen. Il faut presque faire une préparation psychologique en disant il faut que je me mette en condition pour être un bon opérateur et pour pas faire mal à mon patient. Donc la question c'est, est-ce que on arrive, on est tous pressés, on a des demandes d'examen qui sont croissantes, il faut répondre à la demande, ça c'est compliqué. Donc je voulais savoir, toi, si tu as des trucs est-ce que tu te prépares psychologiquement à l'examen ou est-ce que tu es zen du matin au soir 365 jours sur 365? Et la deuxième chose que tu n'as pas abordée, c'est est-ce que
il y a quand même une différence entre un nerf malade et un nerf pas malade dans la façon dont les gens ressentent les choses. Et je voulais savoir quelle est ton expérience là-dessus, justement, en fonction de certaines pathologies. Est-ce que je ne parle pas de la typologie psychologique du patient, mais de la typologie de son atteinte nerveuse périphérique. Est-ce que tu penses que dans certains types de pathologies, avec des nerfs par exemple un peu plus difficilement excitables, le degré de douleur ressenti par le patient peut varier? Merci Laurent pour tes deux questions. La première, c'est simple, vous savez que je travaille aussi en philosophie, donc je suis zen tout le temps. C'est pas tout à fait le cas, mais en réalité, c'est le patient qui vous pousse à l'être. C'est-à-dire que quand un patient arrive, il y a toujours un moment où on essaie de le percevoir, de voir l'appréhension, d'essayer de sentir l'appréhension qu'il a vis-à-vis de l'examen et son degré de connaissance et son degré de culture aussi pour voir comment il va interpréter la façon dont va se passer l'examen. Donc il y a un travail de recherche anatomique, mais il y a aussi un travail de recherche psychologique au moment de l'interrogatoire où on voit un petit peu, on sent comment le patient va se comporter pendant l'examen. Donc en effet, il y a une préparation qui se fait au moment de l'interrogatoire où on est dans des données techniques médicales, où on cherche à comprendre quel est le problème et quelle est la question posée et comment il va y répondre. On construit sa stratégie diagnostique. On a en même temps une stratégie vis-à-vis du patient de se dire, tiens, lui, il va falloir que je te présente les choses de cette manière-là pour que ça passe bien. Et donc, ça, c'est ce travail de préparation qui se fait à ce moment-là. Et parfois, d'emblée, on comprend qu'il va falloir passer 5 minutes, 10 minutes à expliquer parce que ce sera la seule façon de faire l'examen. Ce n'est pas du temps perdu, parce que finalement l'examen va se passer dans de bonnes conditions pour lui et pour vous, et c'est dans les deux sens que ça se passe, et c'est jamais du temps perdu, parce que si vous vous trouvez en lutte avec un patient, vous savez que vous allez y passer beaucoup plus de temps ensuite. Donc il vaut mieux anticiper les choses d'emblée et se préparer en effet comme tu le suggères. Ensuite, évidemment, les nerfs malades ne se comportent pas exactement comme les nerfs normaux, entre guillemets, ou en tout cas qui n'ont pas d'atteinte. En particulier dans les démyélinisations, un des premiers signes d'atteinte électrophysiologique, c'est l'hypoexcitabilité, voire la difficulté d'activer les fibres nerveuses du fait de la démyélinisation. Et c'est là qu'on est obligé très vite d'augmenter la durée des chocs. Et souvent, on tourne le bouton et on arrive à activer de manière préférentielle, comme je vous l'expliquais, les fibres nociceptives, alors qu'il suffit tout de suite, surtout s'il y a une démyélisation, et que donc on va avoir des latences, des vitesses de conduction qui vont être ralenties. On n'est pas gêné par les artefacts de stimulation. Donc tout de suite, on passe à 1 milliseconde. Il faut avoir aucun souci. Et on se retrouve à pouvoir activer des nerfs avec 20 milliampères. Je rappelle qu'en général, tout le monde trouve, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, qu'une stimulation est douloureuse à 25 milliampères. Donc on arrive, même les nerfs démyélisants, le plus souvent, quand on passe à 1 milliseconde, à les activer avec 20 milliampères. Il se trouve que le seuil douloureux monte le plus souvent en même temps que le seuil d'activation des grosses fibres motrices et sensitives qui nous intéressent. Ce qui fait que même si on est obligé de monter au-dessus des 20-25 milliampères que je vous signale comme seuil, en général, le seuil douloureux remonte. Pas chez tous les patients. Et chez certains patients, il y a une atteinte, une démyélisation que des grosses fibres motrices et sensitives, et ce qui ne touche pas les fibres. Donc il faut être particulièrement vigilant pour cela. Yann, une question brève. Merci beaucoup Emmanuel pour ton topo, parce que c'est vraiment quelque chose dont je suis foncièrement convaincu de ce souhait d'aller toujours vers le côté le moins douloureux possible. Un petit commentaire juste par rapport à la durée de choc. Nous, on est tellement convaincus de ce que tu dis qu'on garde la durée de choc à 1 milliseconde en standard, pour les moteurs en tout cas. La question c'est, pour l'EMG à l'aiguille, j'avais entendu il y a quelques années un Américain dire que lorsqu'il piquait, il tapotait avec son aiguille sur la peau à différents endroits, de façon à identifier un point où il y aurait un peu moins de nocicepteurs, sachant que les nocicepteurs ne sont pas partout. Et donc, dans l'idée de faire moins mal, il faisait cette recherche comme ça, il tapotait, parce qu'on le sait bien, quand on pique, des fois on pique un muscle, il fait pas mal, et puis on pique le muscle d'à côté, on a tout fait pareil, et ça fait mal. Et clairement, c'est parce qu'on est plus proche d'un nocicepteur. Est-ce que tu fais ce genre de choses, ou commences-tu ? Oui, j'ai oublié de le mettre sur le diapositive, mais il y a un moment de repérage, quand on désinfecte la peau, où on peut toucher aussi et voir un petit peu quels sont les points sensibles. Évidemment, les follicules pileux sont sensibles, donc il faut éviter de piquer à la base d'un follicule pileux, mais autour, on va trouver des régions qui sont, dont la piqûre va être indolore. Et encore, ce que je recommande, c'est vraiment de se poser sur la peau. Éventuellement, le patient sent
qu'on se pose, il dit ouais, l'aiguille s'est posée, et on pousse, il ne se rend pas compte par contre qu'on a traversé la peau. Ça c'est vraiment un point qui est crucial et que je vous invite à essayer. Éviter le mouvement de toréador, là où on prend son élan comme si on avait à faire rentrer quelque chose qui devrait traverser une couche épaisse. Il suffit de se pousser, elles sont tellement perçantes les aiguilles qu'elles traversent sans qu'on s'en rende compte. Donc il faut dissocier la sensation que peut avoir le patient et qu'on repère, qu'on peut minimiser en effet par ce petit travail de recherche au doigt, mais ensuite le percement lui-même qui peut se faire de cette manière-là. Question? Oui. Il y a une question au milieu de la salle. Oui, bonjour. Ici. Bonjour, oui, pardon. Ici. J'ai une question donc, par rapport à la détection. Alors, au moment d'insertion de l'aiguille, est-ce qu'il vaut mieux donc, insérer au repos ou plutôt donc, avoir un muscle qui est contracté au moment d'insertion de l'aiguille en fait? Alors, il ne faut certainement pas piquer sur un muscle contracté, parce que le muscle va résister à la progression de l'aiguille. Il faut peut-être, si on a un doute sur la forme du muscle, éventuellement demander une contraction préalable, mais il faut repérer l'endroit où on va le piquer et certainement le mettre au repos et piquer au repos pour l'enregistrer. Et si jamais on entend une activité spontanée d'insertion importante, au moment du passage, c'est peut-être qu'on a irrité un point moteur, un point sensible, et avant que le patient fasse la grimace et ait mal, on le voit tout de suite, nous on l'entend tout de suite à l'oreille, bouger d'un millimètre l'aiguille pour éviter la douleur provoquée par la piqûre du point sensible. Merci. Je vous en prie. Merci.